On parle beaucoup de cette connexion corps-esprit, ou de ce lien corps-esprit. Pour moi, c'est l'illustration de ça. Mais comme enfin, il y a une grille de lecture, un modèle. Ah, enfin, le fait de savoir où est-ce que je me situe dans mon système nerveux autonome, ça me permet de retrouver la maîtrise de mon expérience. Et ça, je trouve que ça permet de retrouver une maîtrise tellement immense, en fait. Tout d'un coup, l'expérience, ça y est, elle se complète. Une émotion, des sensations, et puis il y a telle pensée qui viennent. Et puis il y a plein de moments, on se dit, mais ok, il y a tellement de trucs, genre j'en fais quoi là? Juste, je suis activée, je suis en colère, je suis triste en même temps, j'ai honte en même temps, enfin je sais plus. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode de Pas de soucis. Je suis ravie de vous retrouver aux côtés de Delphine et Diana, nos super coachs Alright. Je pense que je vais vous rebaptiser comme ça, super coach, parce que coach ça suffit pas. Et on est là toutes les trois pour vous parler des modalités qu'on utilise dans le programme Arise, parce que c'est vrai que l'intention en fait derrière cet épisode, c'est voilà un deep dive, une plongée dans ces modalités-là qui peuvent sembler un peu mystérieuses, parce que c'est vrai quand on n'est pas allé peut-être en formation de somatic experiencing, qu'on n'a pas lu tout Stephen Porges sur la théorie polyvagale ou Deb Dana, qu'on n'a pas lu tout Peter Levine, tout Richard Schwartz. Et peut-être, voilà, j'imagine que vous, tous et toutes qui nous écoutez, vous avez peut-être autre chose à faire que de faire ça. Ça peut paraître un peu mystérieux. Et puis du coup, on se dit, ok, mais concrètement, ok, dans le programme Rise, on utilise ces modalités-là. Concrètement, comment, qu'est-ce qu'on fait, si je faisais une séance de ces modalités-là, comment ça se déroule, en quoi ça me permet de travailler sur mon système nerveux, de travailler avec mes parts, c'est quoi le lien avec les états de mon système nerveux peut-être. Enfin voilà, l'idée c'est d'enlever un petit peu de brouillard et de mystère autour de tout ça. Et puis expliquer, voilà, expliquer concrètement pourquoi et comment on utilise ces modalités dans Rise, dans nos vies aussi, parce que je sais que toutes les trois, ça a changé nos vies, je pense, je peux le dire de façon assez certaine, je parle pour vous là. Et dans vos pratiques, parce que vous avez toujours des séances en one-one, et je sais que hors micro, on a souvent ces discussions entre nous, on est en mode, oh, waouh, il s'est passé ça pendant cette séance, c'était magnifique, et il y a il y a vraiment pas de traduction de cette expression in awe en anglais. Je ne sais pas comment on dit en L'émerveillement, français. peut-être. Ouais, Mm. émerveillement, que ça te laisse sans voix, tu vois, parfois ces processus, hein. Et je sens que c'est pas si facile voilà, à communiquer, à expliquer, donc on va s'efforcer de faire au mieux. Donc merci les filles d'avoir accepté de me rejoindre pour cet épisode. Bienvenue. Et puis bienvenue à vous tous et toutes qui nous écoutez dans les coulisses de Rise, si on peut le dire comme ça. Voilà, puis peut-être ce que je voulais vous demander pour commencer, c'est comment vous avez découvert ces modalités-là? Parce que j'ai essayé de me souvenir en préparation de l'épisode, moi, comment je suis tombée sur la théorie polyvagale, puis ça m'a fait mettre un petit doigt dedans, puis après la main, le bras dans le trauma et tout ça. Donc ça m'intéresserait aussi comment ça a commencé pour vous. D'abord, merci effectivement de nous permettre de converser autour de ces sujets qui nous passionnent aujourd'hui sur ton podcast, avec les cheveux dans le vent et dans le visage parce qu'il fait très chaud et que mon ventilateur tourne à bloc derrière. Pour répondre à ta question, moi j'ai eu la chance d'être accompagnée, je vais faire des jaloux et des jalouses, par une super thérapeute SE. J'ai découvert ça grâce à toi en vrai. Tu redécouvres quelque chose. Ouais, je pense que tu étais peut-être sur la deuxième ou troisième année de formation SE, et puis tu avais déjà amené ces outils-là, et puis j'ai eu la chance de vivre une séance où tu as fait le choix de travailler avec cette modalité-là pour la problématique que j'amenais. Et c'était déconcertant, troublant de simplicité et d'efficacité. Je me rappelle avoir quitté l'essence en me disant, mais il s'est pas passé grand-chose et pourtant je me sens très différente. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y avait, là je vais parler plutôt en langage des parts, mais il y avait une part de moi un peu vigilante qui s'est dit, bon, attendons de voir, je suis sûre que ça va revenir,
Je vais guetter ça d'ailleurs, je vais scruter ça. Et puis ça m'est pas revenu. Le symptôme en question dont je t'avais parlé au cours de cette séance. Et là, ça a été vraiment le coup de cœur avec cette modalité-là. Je n'accompagnais pas encore au sein de Rise. Et c'est suite finalement à cette découverte que j'ai décidé de me former en SE et puis de l'amener vraiment dans ma pratique d'accompagnement individuel et puis au service des participants et des participantes de Rise. Voilà pour la petite histoire. Merci. Et toi, tu étais dans le coaching avant, mais on va en parler après de pourquoi ça suffisait pas, peut-être les modalités qu'on avait avant. Delphine, comment ça a été pour toi? Moi, c'est aussi grâce à toi. C'est grâce à ton podcast. Je m'en souvenais plus, moi. C'était pas une question. C'était pas une question pour me prendre, voilà, comment on dit, caresser dans le sens du poil ou. Ok. Continue. Mais j'avais régulièrement entendu parler de toi. Et puis un jour, je me suis dit, non, mais quand même, je suis Camille sur Instagram, mais j'ai pas vraiment regardé ce qu'elle faisait. Donc j'ai commencé à creuser d'abord tes reels. Et puis ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, maintenant, il faut que j'écoute le podcast. Et puis j'ai commencé à dévorer ton podcast. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Et c'est comme ça que j'ai découvert, voilà, vraiment tout ce qui est somatic experiencing, le travail avec les parts. Et ça m'a tellement parlé après des années de travail sur moi en thérapie par la parole, en coaching, en nutrition. Et je me suis dit, mais c'est ça qui me manque et qui manque à toutes les personnes que j'accompagne. Et donc, je me suis lancée un peu tête baissée dans les formations sans même encore avoir été accompagnée dans ces modalités-là. Donc, j'ai vraiment fait les deux en parallèle, de me faire accompagner et de me former. Vraiment grâce à tout ce que tu partages qui était tellement limpide et clair sur ce sujet-là et tellement parlant, quoi. Ça m'a vraiment touché en plein cœur et en plein système nerveux. Donc, euh, donc ça a amorcé toute cette belle histoire de cette manière-là. Merci pour ça. Et c'est vrai que je me souviens, enfin, c'est quand même dingue, ces 3, 4 dernières années, comme ça, elles se sont développées, ces modalités. Moi, je suis tellement heureuse parce que c'est intéressant que tu dises, je me suis lancée dans les formations sans même m'être fait accompagner. Et c'est ce que j'ai fait aussi avec la Somatic Experiencing. Et en IFS, j'avais trouvé quelqu'un en Angleterre parce que, genre, en France, il y avait vraiment pas beaucoup de personnes et ces personnes-là, elles étaient pas disponibles. Je me souviens avoir fait un appel, la personne n'avait pas de disponibilité et tout. Et c'était pas facile, genre, il y a 3, 4 ans, de se faire accompagner en IFS parce qu'il y avait juste peu de personnes, quoi. Donc, ouais, c'est génial, c'est génial. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la découverte de la théorie polyvagale. C'était vraiment, je le compare un peu comme quand j'ai commencé à étudier le droit. Quand j'ai commencé à étudier le droit, j'ai eu l'impression de commencer à comprendre la société un peu dans laquelle je vivais. Et la théorie polyvagale, j'ai l'impression de me comprendre moi et de comprendre les autres. Mais c'était vraiment comme mettre des lunettes, tu sais, puis genre, j'étais aveugle et maintenant je vois quoi, un truc fou. Et le trauma aussi. Le trauma, ça a vraiment été, je veux le nommer ici parce que je sais que régulièrement, il propose de visionner le film The Wisdom of Trauma de Gabor Maté. Et ce film-là, c'est vraiment le film pas qui m'a fait découvrir que c'était quelque chose qui existait en fait. Juste le trauma, le système nerveux, enfin voilà, donc je voulais juste ouais, vraiment le nommer ici. Et voilà, de tout ça est né Arise, de l'intégration de toutes ces modalités. Et peut-être je veux juste revenir sur le point, puis vous interroger là-dessus. Vous l'avez brièvement dit, mais peut-être redire avec quelle modalité vous arriviez, et puis qu'est-ce qui manquait dans ces approches classiques, même si toi, Delphine, peut-être tu veux enchaîner avec ça, c'était pas si classique, parce que la nutrithérapie, c'est quand même, voilà, la nutrition fonctionnelle et tout, c'est pas le truc mainstream, voilà, comme une nutritionniste classique, on va dire, c'est vraiment bien différent. Euh, mais qu'est-ce qui t'a fait dire peut-être la nutrition, ça suffit pas, ou je sais pas si t'as eu si ça a été ça un peu, tu vois, le chemin. Mais ouais, je suis Oui. curieuse de t'entendre là-dessus. Ça l'a absolument été et dès le début en fait. Parce que le tout premier programme que j'ai fait pour commencer à me former à la nutrition avait une phrase qui répétait tout le temps qui était: vous pouvez manger tout le brocoli du monde, mais si vous êtes tout le temps stressé, ça ne marchera pas. Et c'était assez puissant comme phrase parce qu'on voit beaucoup de personnes dans le monde de la nutrition qui se disent qu'elles vont tout résoudre avec l'alimentation. Et c'est vrai que l'alimentation, elle peut faire énormément. Mais quand il y a un stress chronique de fond, un stress émotionnel, des traumas, comme tu viens de dire, l'alimentation ne va pas tout faire. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai continué d'entendre ensuite dans mes études en école de naturopathie,
où on nous disait la cause numéro une de la plupart des maladies chroniques, c'est le stress, alors qu'on étudiait vraiment l'alimentation. Donc c'est dire à quel point c'était important de prendre d'autres choses en compte. Et en nutrithérapie, on prend en compte l'hygiène de vie, le sommeil, le mouvement, le cadre de travail, le rythme du quotidien. Donc on essaye vraiment d'aller au-delà de juste qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Et en même temps, il y a tellement plus que ça. Il y a à creuser aussi qu'est-ce qui fait que je suis telle que je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui a créé mes blocages, mes patterns qui se répètent au quotidien, mes schémas répétitifs. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai amené assez rapidement dans ma pratique avec un espèce de coaching, côté un peu émotionnel, mais qui n'était pas trop mal informé, qui n'avait pas toutes ces connaissances de système nerveux. Donc très rapidement, j'ai senti les limites de ça, j'ai senti les limites de travailler uniquement sur les émotions, uniquement sur les pensées limitantes et de travailler plus à travers de l'état d'esprit, du cerveau, voilà. Il y avait besoin d'aller plus profond dans, OK, qu'est-ce qui, dans mon passé, a dérégulé tout un tas de choses dans le corps et dans mon quotidien. Et on sait que le système nerveux, il régule tous les autres systèmes du corps et tous les autres organes. Donc, ça boucle vraiment la boucle avec ce qu'on travaille en nutrithérapie, d'aller voir aussi comment réguler le système nerveux au-delà des nutriments qu'on lui donne pour fonctionner. Absolument, et j'ai même le sentiment qu'il faut dépasser parce que tu disais, on nous dit la cause numéro un, c'est le stress. Et puis après, on voit toutes ces personnes qui vont faire les exercices de respiration, qui essaient de réduire le stress dans leur vie et tout, mais c'est d'aller plus loin et de dire une physiologie avec un système nerveux où il y a de la dérégulation parce qu'il y a eu des traumas, bon voilà, on sait. Euh, Ce stress-là, il est physiologique. Enfin, il y a un truc, le système utilise les hormones du stress pour fonctionner, donc ça va beaucoup plus loin que ouais, faire des respirations et tout, mais c'est comme artificiel en fait, ça finalement. Donc même presque les écoles de naturopathie, elles auraient besoin de dépasser ce truc de la cause numéro un, c'est le stress, mais ok, il vient d'où ce stress? Enfin, faut aller plus loin, là, faut aller plus loin. Mm, mm. C'est parce que c'est pas que un mode de vie stressant, c'est pas juste ça, c'est juste ça. Mm. Et toi, Diana, c'est intéressant parce que tu faisais aussi une modalité où on pourrait dire qu'il est classique, mais pas du tout classique parce que tu t'es formé aux États-Unis. C'était quand même, enfin, c'est peu connu en France, cette modalité avec laquelle tu t'es arrivé, le coaching. Tu peux en dire un petit, enfin, le Ouais. coaching de vie, c'était nouveau, ça aussi, en France. À la base, il y avait mon cursus univers en psychologie. Et là, les limites qu'il y a, c'est que j'étais très orientée du coup diagnostic, orientée problème, beaucoup de récits par la parole, beaucoup de récits verbal. Euh, et puis, il manquait aussi cette compréhension du trauma. C'est intéressant de voir que à l'université, il manque cette compréhension biologique du trauma, telle que l'amène Peter Levine de façon assez révolutionnaire dans son champ d'application finalement et de résolution. En rapport avec le coaching, c'est vrai que c'était un coaching assez orienté TCC, donc thérapie cognitive et comportementale. Et maintenant, je comprends finalement pourquoi on pouvait pas aller vers une résolution du traumatisme et pourquoi aussi les personnes venaient à moi avec des problématiques qui en réalité est ce que l'on appelle du figement et qui en réalité émerge d'une dérégulation du système nerveux. Donc il manquait en fait cette pièce du puzzle et cette connaissance et cette conscience finalement que c'est l'état qui détermine le récit, que c'est l'état qui réactive certaines croyances, qui impacte la perception qu'on a du monde, de soi, des autres. Et donc, si on accompagne quelqu'un, puisqu'il y avait vraiment un travail important sur les cognitions, sur les émotions aussi d'ailleurs, mais sur les cognitions, si on accompagne quelqu'un à déconstruire une histoire sans travailler à réguler l'état, ça peut être terriblement coûteux. Parce que, en fait, le travail cognitif, le travail de déconstruction des croyances, sans cette conscience-là, il met l'organisme dans un état de contradiction avec lui-même, dans un état de tiraillement, de tension, finalement. C'est-à-dire que pour rendre ça concret, je change pas ma perception du danger juste parce que je me dis je ne suis pas en danger ou je ne suis plus en danger. Et parfois dans le coaching, tu vois, qui est à la fois très intéressant, je voudrais quand même dire que là où c'était déjà une sortie
de prisme et de paradigme par rapport à mes études, c'est qu'il y avait ce côté orienté ressources, qui est très présent aussi en SE. Il y avait ce côté orienté solution, qui est très soutenant hein, dans la démarche. Mais si je soutiens l'agir d'un individu euh, en contradiction finalement avec le ressenti corporel, par exemple, ah, bah, tiens, je cherche à me rendre plus visible sur les réseaux parce que je veux communiquer autour de mon activité, euh, ou je veux prendre certaines décisions, prendre plus la parole en public, etc. Mais si je suis dans l'agir en contradiction avec le ressenti corporel, alors même que mon système nerveux me dit, bah ça c'est dangereux, te rendre visible c'est dangereux, être mobile c'est dangereux. Sur le plan biologique, je mobilise une énergie de survie pour m'affranchir de ces stratégies de survie qui ont généré ces blocages et finalement à terme, je peux les renforcer. Donc, un peu comme l'amenait aussi Delphine ici, il y a vraiment eu cette conscience des limites de ce modèle-là et de l'importance de prendre en considération le rôle que joue le système nerveux dans notre perception et dans les stratégies qu'on met en place et de travailler en allié avec son système et avec son corps, plutôt que contre. Mm. Absolument, parce que ce que tu dis, c'est que c'est coûteux, ça peut être contre-productif. Toi, tu as été formé par la Life Coaching School, et c'est Mm. Brooke Castillo, peut-être que vous avez entendu le modèle. Elle dit, tu as des circonstances, enfin, il t'arrive des trucs, ça te génère des pensées, des émotions, du coup, Des ça te génère comportements. tes Mm. actions, et c'est là où tu as tes résultats, puis t'as pas les résultats que tu veux, donc ça prouve tes pensées, tu vois. Puis tu es dans Ouais, cette c'est boucle comme ça. ça, puis il faut changer tes pensées Puis tu pour. travailles en top-down, du coup. Tu Voilà, vas travailler exactement. principalement sur les cognitions. Mm. Exactement. Mais il nous manque tout le côté état du système nerveux. Qu'est-ce qu'a généré en fait, entre les circonstances, entre ce qui t'arrive puis les pensées, il nous manque, bah, ok, ce qui m'est arrivé, ça m'a envoyé L'état. où au Mm. niveau de mon système nerveux autonome? Absolument. Donc nous, ce qu'on fait finalement un peu dans le programme, c'est qu'on remonte, on va dire, un peu plus, on ajoute une étape à cette histoire-là. Et puis étape effectivement qui me semble cruciale parce que notre physiologie, elle drive tout là à ce moment-là. Euh, et Et non, puis j'ai parce que perdu mon fil. les changements deviennent organiques, en fait, à ce moment-là. Comme il Absolument, y oui. a... Et ce que je voulais, pardon, Vas-y. ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est coûteux, contre-productif. Et puis pour moi, ça peut participer à internaliser encore plus la honte parce que vu que c'est super coûteux, faut que tu recommences tout le temps. Ah, faut que je change mes pensées, mindset, puis changer ses pensées. Je veux dire, c'est plusieurs fois par jour, quoi. C'est, c'est tellement genre coûteux en énergie, puis parfois j'ai plus l'énergie de le faire. Et puis voilà. Et je continue à me dire que du coup, je suis brisée, que j'y arrive pas. Enfin, moi, je pensais en t'écoutant, ah ouais, culpabilité, honte, c'est chaud, quoi. Ce que je voudrais faire maintenant, si vous êtes d'accord, c'est faire un petit ou un gros zoom sur ces trois modalités. Alors, c'est voilà, les trois vraiment principales qu'on utilise. Après, vous vous amenez, bien sûr, on va dire vos talents puis vos compétences en plus, mais j'ai sélectionné la théorie polyvagale qui me semble être voilà, un peu la base hein, avec ces trois états du système nerveux autonome, la somatic experiencing et puis l'IFS avec le travail sur les parts. Hum, donc, la théorie polyvagale, présentée par Stephen Porges en 1994, la grosse révolution, c'était quoi? C'est qu'il n'y a pas que deux états, le sympathique et le parasympathique, c'est que dans l'état parasympathique du système nerveux autonome, il y a deux états en vrai. L'état ventral, qui est notre état de sécurité, de connexion, d'authenticité, et l'état dorsal, qui est notre état plutôt voilà, d'effondrement, léthargie, on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, c'est deux états qui freinent la physiologie, qui ralentissent notre physiologie, mais pas du tout euh, de la même façon. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Les filles, je voudrais déjà vous demander ça pour vous-même de savoir, de plus en plus savoir slash sentir, hein, je parle de savoir cognitivement, mais de savoir, je parle aussi de cette connaissance plus viscérale dans le corps, de savoir où vous en étiez, où vous en êtes encore dans votre quotidien aujourd'hui, où vous en êtes dans votre système nerveux autonome. Peut-être l'aspect le plus marquant, c'est le sentiment de retrouver, alors déjà, une déculpabilisation. On en parlait juste avant avec le coaching, mais une déculpabilisation. Et une maîtrise plus grande de mes expériences. Donc un retour à un sentiment de puissance. Mais voilà, de puissance au sens vraiment du je peux faire quelque chose, je comprends déjà. Ça enlève beaucoup de pression et de peur. Et de peur.
Et puis le sentiment, voilà, de pouvoir agir. Tiens, je peux y faire quelque chose, je peux prendre contact avec mes besoins, les adresser, les accompagner. Donc, ça a favorisé aussi une vraie autonomie dans un self-care, je dirais, très authentique, où je vais à la source, adresser mes besoins. Ouais, c'est vraiment ce sentiment de déculpabilisation, euh, maîtrise d'expérience, puis retrouver un sentiment de pouvoir. Mm. Effectivement, je vais beaucoup faire écho avec ton expérience, Diana. La compréhension, effectivement, c'est la première chose qui m'a le plus aidée. La compréhension que l'état dans lequel mon système nerveux se trouve là tout de suite va énormément influencer, va complètement même influencer mes pensées, ma satisfaction avec ma vie, hum, l'amour même que je ressens pour mon conjoint. Et ça peut paraître surprenant de dire ça, mais voilà, j'avais envie de l'avouer sur ce micro. Parce que, bah oui, les sentiments, la capacité d'être en connexion va pas du tout être la même quand on est complètement activé en sympathique avec ce surplus d'énergie ou quand on est complètement dans le figement, dans le dorsal en mode je m'aime pas, personne ne m'aime, je peux pas aimer l'autre, que quand on est en ventral et en pleine sécurité et en pleine connexion avec l'autre. Donc, tout ce que je peux penser, ressentir, vivre dans mon quotidien, dans ma vie, par rapport à différents aspects de ma vie, va être drivé par l'état de mon système nerveux. Et donc, comprendre ça, c'est hyper rassurant parce que je me dis, OK, d'une part, ça va pas durer parce que j'ai les outils pour accompagner ça. Et d'une autre, comme tu disais, Diana, ça enlève tellement de culpabilité et de honte que, OK, en fait, mes activations, elles sont liées à tout un passé qui a dérégulé mon système nerveux ou un événement là ponctuel qui m'a envoyé en sympathique et en dorsale, mais c'est pas moi, c'est l'état du système nerveux et je peux en faire quelque chose. Donc ensuite, effectivement, aller identifier toutes les ressources par état qui peuvent m'accompagner. Et ça, c'est extrêmement précieux parce qu'aujourd'hui, je peux traverser ces états beaucoup plus rapidement qu'avant où ils pouvaient durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors que là, ils vont durer quelques heures ou au pire quelques jours encore parfois sur certains sujets. Mais effectivement, ça amène tellement de puissance en soi hein, pour reprendre la maîtrise de ça dans le quotidien. Et c'est hyper beau de plus se sentir subir en fait notre état sans le comprendre et sans pouvoir agir. Et Delphine, donc du coup, si tu dis non le jour du mariage, on saura que c'est ton système nerveux. Si elle dit non, je viens pas au mariage. Ton conjoint Moi, il va je ne serais adorer pas cet là pour voir épisode. ça, hein. Complètement. Non, mais vous soulevez des points super importants de l'impuissance à la puissance. Puis tu sais, quand tu dis c'est pas moi, je sais que moi, avec la théorie polyvagale, j'ai eu un grand c'est pas ma faute. Mais pas le c'est pas ma faute déresponsabilisant, parce qu'on pourrait aussi tomber dans un truc un peu ah bah c'est pas moi, c'est mon système nerveux. Tu sais, une sorte de truc comme ça. Oui, Euh, mais au contraire, moi, je sens que ça m'a permis, c'est ce que tu dis, de reprendre la maîtrise et d'être complètement dans ma responsabilité parce que j'étais plus dans la faute. Et être tout le temps dans la faute, ça m'empêchait de dire, bah, ok, maintenant, je me sens mal là maintenant. Bah, oui, c'est peut-être à cause de ce qui m'est arrivé il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire? Et puis de reprendre complètement ma responsabilité. Donc ça, c'est très beau. Mm. Voilà donc la théorie polyvagale pour refaire le lien juste rapidement avec le programme Arise, parce que je sais qu'on en parlait aussi hors micro, où on se disait voilà comment est-ce qu'on peut tout, enfin venir tout lier à ces états du système nerveux autonome, comme avoir ce fil rouge hein, tout au long du programme, qu'on puisse comme toujours se réorienter pour utiliser ce vocabulaire vers les états du système nerveux autonome. Même quand je travaille avec certaines parts de moi, par exemple, bah, ça m'envoie dans quel état, quand je vais ressentir certaines sensations, est-ce que je peux le lier à un état du système nerveux autonome? Moi, je le vois vraiment, puis on l'appelle comme ça hein, dans le programme aussi, c'est cartographier son système nerveux. Euh, et c'est comme, voilà, moi je le vois un peu, on était là, c'était la jungle, on était à la machette, on savait pas au plus où est le nord, l'est, l'ouest. Et là, ça y est, genre, on a la boussole et on sait où on est. Et ça, l'idée, c'est de cultiver ça, plus que conserver, de cultiver ça tout au long du programme. Donc c'est un peu comme notre base.
la théorie polyvagale. Et maintenant, je pense que je vais passer rapidement à la SE parce que pour moi, c'est de la théorie polyvagale appliquée, on va dire. Après, Peter Levine, il l'a croisé avec plein de choses. Voilà, la physiologie, la psychologie, l'éthologie même. Il a beaucoup observé aussi les animaux. Il y a de la biologie, il y a des neurosciences. Enfin, ça, c'est vraiment un blend, cette somatic experiencing de tellement de modalités en soi. Et puis, ça fait quoi, peut-être plus de 40 ans maintenant, je pense, à l'heure où on parle, où il l'a appliqué vraiment en clinique, on va dire. Et ce que j'aime beaucoup dans la somatic experiencing, c'est que c'est une approche qui peut venir se coller à tellement d'autres approches. C'est-à-dire, un médecin peut être formé en somatic experiencing, un avocat, un pompier, quelqu'un qui travaille en prison, un enseignant. Enfin, et ça aura du sens pour tout le monde, en fait. Donc, et je pense, je veux aussi passer ce message-là. T'as pas besoin d'être thérapeute, d'avoir ton cabinet. Enfin, je sens que dans tous les métiers, juste, ça a tellement de sens. Et j'espère que voilà, on verra de plus en plus de gens se former à cette modalité. Donc ouais, je le vois un peu comme ça. Peter Levine, il a pris cette théorie polyvagale, puis il a dit, OK, voilà, il a observé autour de lui les humains, les animaux, puis il dit comment on fait maintenant pour décharger ce système nerveux de tous ces traumatismes, de toute cette charge d'énergie de survie qu'il y a à l'intérieur. Vous ajouteriez quelque chose, vous l'expliqueriez comment, voilà, pour expliquer, on va dire, en langage simple ou à la personne grand public qui est pas super familière, vous ajouteriez quelque chose pour expliquer la somatic experiencing? Juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la croisée avec la théorie polyvagale, en fait, ce qui est très intéressant et qu'on souligne dans le programme Arise, c'est le lien justement qu'il y a entre trauma et dérégulation. Et donc, de comprendre que euh, quand on agit sur la dérégulation, quand on agit à ramener de la régulation dans le système nerveux, finalement, on agit aussi sur nos traumas et sur une résolution des traumas. La somatic experiencing, c'est une thérapie psychocorporelle qui soutient du coup cette résolution naturelle du trauma et qui a été modélisée, comme tu le rappelais là, par Peter Levine. Et j'aime bien rappeler ici que, en fait, il observe que les animaux, il en parle notamment dans son ouvrage Réveiller le tigre, il observe que les animaux sont fréquemment menacés, fréquemment en danger et pourtant rarement traumatisés. Et comme pour nous, en fait, ou comme eux, notre système nerveux autonome va mobiliser en cas de danger des réponses de survie, qu'on connaît sous les noms de combat, de fuite. Et puis, s'il y a impossibilité de combattre ou de fuir, il y a le recours au figement. Mais en fait, ce que Peter Levine observe, c'est que les animaux défigent, tandis que nous, l'état de figement s'installe dans la durée. Donc pour lui, le trauma, c'est un figement qui dure au-delà de la période nécessaire. Et la période nécessaire, c'est pour me mettre en sécurité, hein, ce qui est nécessaire là. Et je voudrais illustrer ça avec ce que nous a partagé notre formateur, la Michelle Skitekat, en tout début de formation et que j'avais trouvé extrêmement parlant. C'est la petite histoire du chat et de la souris. Il dit que les chances de survie, il rappelle que les chances de survie de la souris face au chat résident principalement dans cette réponse de figement. Et donc, quand ça fonctionne, quand effectivement la souris se fige et que du coup le chat s'en désintéresse et retourne vivre sa vie de chat, on observe un phénomène qui est très intéressant, c'est que non seulement la souris se défige, mais en plus, on peut l'observer se battre, sauter, s'agiter frénétiquement et même triompher du chat qui n'est plus là, avant tranquillement, elle aussi, de reprendre, poursuivre sa vie de souris. Et en fait, ce à quoi on assiste là sur le plan physiologique, c'est que lorsque le danger est passé, le frein parasympathique, je parlais du parasympathique dorsal tout à l'heure, pour faire le lien avec la théorie polyvagale, donc ce frein parasympathique qui avait, j'ai envie de le rappeler quand même ici, intelligemment bloqué les réponses de fuite et de combat, se lève. Et la souris peut donc décharger l'énergie inhibée en combattant ce chat qui est désormais devenu imaginaire et même triompher de lui et ne pas souffrir de symptômes post-traumatiques, qui serait du coup la conséquence, et c'est là que c'est intéressant, ce serait la conséquence, ça, non pas de l'événement en tant que tel, mais de cette énergie mobilisée qui, faute de servir à amener une forme de résolution dans la situation, dérégule
le système nerveux. Et du coup, Michel, il conclut en disant, la vie, en fait, c'est comme euh, combattre un chat à la fois. C'est comme rencontrer un chat à la fois, et puis le trauma, c'est toujours le même chat. Et j'adore, j'adore cette manière d'amener les choses parce qu'elle nous permet de comprendre que euh, on peut se savoir, nous les humains, en sécurité, mais ne pas le ressentir. On peut intellectuellement savoir et ne pas le ressentir. Et donc, quand je suis figée, quand je me sens impuissante à pouvoir résoudre une situation et décharger l'énergie qui s'est mobilisée pour que je puisse faire face à cette situation-là, me protéger de ça, c'est comme si le chat, en fait, était encore là. C'est pas les fantômes du passé, c'est le chat du C'est le passé. chat. J'adore, en fait, quand je trouve ça génial parce que c'est une manière assez visuelle, imagée et simple d'observer ce qui se passe. Et de cette compréhension-là découle la mise en œuvre de la résolution, découle l'achèvement du trauma dans notre posture d'accompagnant, de thérapeute. Parce que finalement, notre rôle, ça va être de créer, quand on comprend ça, ça va être de créer des conditions suffisamment sécures pour que le fameux frein dont on vient de parler se lève, permettant au système nerveux autonome, le lien là encore avec le SNA, de décharger l'énergie qui s'était mobilisée au service de notre survie. Parce que c'est cette énergie non déchargée qui crée les symptômes pour lesquels beaucoup de personnes ressentent de l'anxiété chronique, du stress chronique, des blocages à certains endroits de leur vie, font l'expérience d'un burn-out, etc. Mm. Et voilà, j'aimerais aller un petit peu plus précisément là-dedans, parce que peut-être les personnes qui nous écoutent, elles disent, ah, est-ce que je ferai le programme Rise? Est-ce que c'est pour moi? Je voulais te poser cette question en disant, bah, justement, et qu'est-ce qui se passerait, mettons que la souris est un humain, et mettons que la souris, elle décharge pas, justement, elle fait pas sa petite danse frénétique, là, et tout, elle se fige, et puis elle repart, parce que c'est ce qu'on fait, en fait, nous. On Mm. décharge pas. Nous, on Ouais, fige on et puis en décharge fait, pas. on rentre dans notre petit terrier. Je sais pas si c'est un terrier pour les souris, mais dans notre petite antre là. Puis on n'a rien déchargé du tout. Donc, je vous pose la question à toutes les deux, justement. Les personnes en séance, elles viennent vous voir pourquoi? Et puis dans les petits groupes Rise, vous retrouvez les mêmes choses, j'imagine, dans vos séances individuelles et puis dans les petits groupes Rise. Euh, c'est quoi des signes de je suis toujours en figement, en fait, j'ai pas quitté cet état-là de survie. Et pour rappeler que le figement, c'est un état dans lequel on peut avoir l'impression qu'il se passe rien, mais qui est chargé, quoi, qui est Mm. chargé en énergie de survie. Il se passe tellement de choses sous la surface. Et pour boucler la boucle avec ce que tu disais, Delphine, tout à l'heure, avec le stress, on disait en fait c'est la physiologie qui est toujours en proie à ces énergies de survie contradictoires, d'ailleurs, dans le figement, et qui du coup continue, hein, l'axe de la réponse au stress, il continue à être actif, donc ça va beaucoup plus loin que juste arrête de stresser. Mais ça, si vous écoutez le podcast, vous le savez maintenant. Euh, ouais, donc les personnes, elles viennent voir pourquoi. De façon très très synthétique, puis ça m'intéresse aussi d'avoir ton retour là-dessus, Delphine. De façon très synthétique, elles viennent parce qu'elles ressentent une absence de choix. Je voudrais faire autrement, mais je peux pas. J'aimerais aller vers tel changement, mais je me sens justement bloquée. Et ça peut être en rapport avec la vie professionnelle. Je voudrais pouvoir me rendre visible, apporter ma contribution, partager au monde ce que je fais, et puis je procrastine, j'arrive pas à me mettre en route. Euh, j'ai travaillé avec des personnes où c'était au niveau de leur sexualité. J'aimerais pouvoir vivre une vie sexuelle plus épanouissante, pouvoir être en lien, euh, mais je peux pas. Il y a quelque chose qui bloque ici. Euh, Ça peut être aussi en rapport avec les relations au global. Je voudrais pouvoir me sentir plus en sécurité dans le lien aux autres et j'y arrive pas à me sentir plus appartenir et j'y arrive pas. Et puis c'est là qu'on voit en fait ces endroits de figement qui se situent toujours entre la peur et le désir. Et je glisse ici que c'est pour ça que c'est un travail qui est magnifique et qui est très subtil à la fois. Mécaniquement, plus on va aller vers l'exploration du désir et plus on va marcher vers le désir, plus la peur apparaît aussi, plus la sensation de danger apparaît aussi.
Et je le partage, je le glisse ici parce que c'est pour toutes ces raisons que le programme Arise, qui va agir aussi à ces niveaux-là, euh, va, va se présenter sous forme d'un processus cohérent pour créer suffisamment de sécurité pour que ces endroits de figement petit à petit se lèvent. Et c'est aussi pour cette raison que on y amène une vraie compréhension conceptuelle et pratique euh, des outils qui sont propres à la somatic experiencing et qu'on propose aux personnes d'implémenter dans leur quotidien. Mais peut-être qu'on y reviendra après. Je, je voulais entendre toi aussi, Delphine. Merci Diana. Il y a plein de cas de figure différents. J'ai des personnes qui viennent parce qu'elles ont beaucoup de symptômes physiques, des maux de tête, des problèmes d'insomnie, de la fatigue chronique, parce qu'elles ont fait un burn-out par exemple. J'ai des personnes qui viennent pour des traumas très spécifiques dont elles ont conscience, le décès de quelqu'un de proche, la maladie d'un enfant, des choses de leur enfance dont elles ont conscience, créent des blocages aujourd'hui dans leur vie d'adulte. Des personnes qui viennent avec des objectifs du présent, par exemple, je veux réussir un examen pour être promue dans mon travail, je veux être moins stressée dans la façon dont je fais mon travail parce que mon stress impacte ma performance et en fait j'ai un métier à très haute responsabilité et il faut absolument que je trouve un moyen pour être vigilant mais sans cette hypervigilance qui quelque part me paralyse et diminue ma capacité à être performant. J'ai des personnes donc, qui viennent avec des objectifs comme ça, sans forcément voir de lien avec leur passé, avec des événements du passé. Et au fur et à mesure des séances, ces événements, ils apparaissent et on peut travailler du coup sur ces causes profondes, en fait, ces traumas qui engendrent aujourd'hui les réactions, les symptômes. Et soit c'est vraiment des sujets très, très conscientisés par les personnes, je veux travailler sur tel et tel et tels événements. Et puis parfois, c'est plus, comme tu dis, Diana, un désir de quelque chose, mais j'arrive pas, je me sens bloquée et je sais pas pourquoi. Merci pour ça, et c'est vraiment ce qu'on retrouve au sein du programme, en fait, hein. Absolument, absolument. Et puis, je voulais revenir, parce que là, tout ce que tu décris, Delphine, c'est de la contraction, finalement. Euh, et rebondir aussi sur ce que tu disais, Diana, entre le désir et la peur, puis ces choses qu'on désire, en fait, elles nous demandent de l'expansion, souvent. C'est ces choses qui sont vraiment importantes pour nous, les choses qu'on veut dans la vie. Et c'est ce rythme naturel du système nerveux, hein. Expansion, contraction, et J'avais un peu de mal à comprendre ça au début, puis ça m'a beaucoup aidé je sais plus où j'avais vu cette explication, mais que c'est aussi le rythme de la nature, le rythme des marées, le rythme des ailes d'un oiseau, enfin, tout est expansion, contraction, on a notre cœur qui bat, enfin voilà. Et donc je crois que la question parce que aussi réguler son système nerveux, ça peut sembler un peu abstrait, je trouve cette expression, mais et pour refaire du lien avec tout ça, c'est comment réguler mon système nerveux, c'est comment me sentir en sécurité, même quand je m'ouvre en fait, quand je me propose justement d'aller dans l'expansion, d'aller vers cette chose que je désire, alors que dans le passé, peut-être que quand je me suis ouvert ou quand je me suis ouverte, je sais pas, j'étais super enthousiaste à propos de quelque chose, ou j'étais super en connexion avec quelqu'un et puis j'ai connu la trahison, ou j'ai été authentique et puis il m'est arrivé des broutilles, j'en sais rien, j'étais dans mon authenticité puis j'ai perdu l'attachement, etc. Je me suis ouverte et puis il m'est arrivé des choses terribles. Comment je fais pour reproposer à mon système nerveux, et c'est là où il nous faut travailler petit bout par petit bout, hein, ce fameux concept du titrage qu'on utilise, qu'on répète et répète et répète dans Arise, qu'on va travailler par tout petit bout. Comment pas dire à mon système nerveux, lui montrer, lui proposer, l'inviter à, ok, tu peux rester dans la sécurité, on va faire une petite expansion, on va faire une petite ouverture, puis après, ok, on va se recontracter doucement, puis on va pouvoir s'expanser encore un petit peu plus, encore un petit peu plus longtemps, et puis sans qu'il y ait toutes ces hormones du stress qui justement se libèrent, voilà, de façon vraiment safe. Donc c'est vraiment un travail au niveau de la physiologie, et c'est ce qu'on fait dans le programme, c'est qu'on se propose d'explorer ce rythme en fait. À quoi ça ressemble pour moi cette contraction, expansion? Puis quand je vais dans le corps avec une pratique somatique, avec un exercice de conscience, que peut-être je, je, je prends conscience d'un endroit du corps qui est relâché justement. Tiens, là il y a une expansion, ou là c'est agréable, ok, comment je suis avec ça? Est-ce que je peux rester 10 secondes de plus avec ça? Voilà, c'est vraiment ça qu'on
qu'on explore et pour ça on a besoin de le faire par petits bouts, on a besoin de ralentir assez. Puis ça me fait penser à ce que tu disais, Diana aussi, avec il s'est pas passé grand-chose dans une séance et puis pourtant. euh, Ouais, je sais pas si je le traduis bien ou je le communique bien. C'est ça, en fait, travailler avec son système nerveux, puisque ce que propose la somatic experiencing, vous ajouteriez quelque chose là-dessus? Comment est-ce qu'on travaille aussi, peut-être dans les petits groupes avec ça? Parce que peut-être les personnes qui nous écoutent, elles se disent, c'est cool ça, ok, en individuel, je vois bien, mais dans les petits groupes, comment est-ce qu'on offre ça? Et je pense que là, le ralentissement, et puis c'est intéressant. Juste avant d'aller là, moi, ce qui m'est venu en rapport avec ce que tu partageais, en fait, tu étais en train de dire que le trauma, lui, il se produit quand les niveaux de stimulation dépassent la capacité du système nerveux, donc dépassent la fenêtre de tolérance d'une personne, et donc peut l'amener vers une forme de réponse d'immobilité, ou en tout cas se sentir bloqué dans un état. C'est le Et chat face à la souris, quoi, ici, yes, en gros. yes. Ok. Ouais. Yes. Et puis, du coup, ça nous permet de comprendre que je vais dans cette réponse de survie parce qu'il y a une intolérance à ressentir ça. Il y a une intolérance à ces sensations, il y a une intolérance à ces émotions. Et ce qu'on fait dans le programme, et c'est pour ça que, voilà, de façon très pertinente, tu as créé un vrai support. Ça a du sens de commencer par recréer de la capacité au niveau du système nerveux parce que c'est justement ce qui fait défaut. Je n'ai pas plus ou très peu de capacité à pouvoir contenir ces éléments d'expérience humaine. Et contenir, c'est différent de réprimer. Mais ça, on en fait l'expérience aussi, justement, dans les petits groupes. On vient toucher du doigt dans la matière ce que c'est que contenir versus réprimer nos émotions ou les sensations qui nous traversent. Et on va travailler du coup à ramener suffisamment de sécurité dans le système pour pouvoir ressentir ce qui était trop. Et ça, on le fait avec les pratiques somatiques, de soutien, de sécurité. On le fait aussi avec un travail profond qui va porter sur les ressources, parce que si à un moment donné, ça a été trop, la définition même du trauma, c'est qu'il y a eu trop peu de quelque chose. Et donc, on vient ramener des ressources dans ces endroits de trop peu. Et puis, de façon très concrète aussi, on se rappelle que le trauma, c'est une perte d'orientation dans l'espace, dans le temps. Et donc, on va vraiment mettre l'accent et faire l'expérience en début de petits groupes, notamment. On propose toujours une pratique somatique qui permet aux personnes, notamment quand elles sentent des symptômes de dissociation, de faire un travail incarné, d'être le ou la plus présente possible à ce que l'on vit. Et on va proposer notamment des pratiques d'orientation. Revenir, la sécurité, elle est là, ici et maintenant. Elle n'était pas là-bas, mais elle est ici. Et donc, c'est ici aussi qu'avec des niveaux de sécurité suffisants, je peux me réorienter dans mon espace et puis vers des ressources. Puis on va pratiquer l'ancrage. Et puis il y a aussi ce dont tu parlais, ces concepts de titration. Et ça aussi, ça fait une différence avec des thérapies TCC où parfois le niveau d'exposition est pas forcément dosé d'une manière qui permette au système nerveux de s'ajuster à ces niveaux de stimulation sans repartir dans des réponses de survie. Donc, on amène vraiment ce concept de titration et de pendulation, puis on propose aux personnes d'en faire l'expérience dans le contexte des groupes et on ouvre des temps de partage pour qu'elles puissent finalement exprimer leur expérience, ce qui a été facile d'accès, ce qui l'a moins été. Par rapport au titrage, la façon dont on l'amène, c'est dans chaque détail du programme. Si je prends l'exemple des petits groupes, on va vraiment proposer à chaque personne de suivre son rythme. Et pour ça, on va donner des exemples parce qu'au début, c'est pas très concret de suivre son rythme. On sait pas ce que ça veut dire. Donc, on va déjà souvent, voilà, sentir un peu quelle est l'énergie du groupe, comment les personnes elles arrivent, et en fonction de ce qu'elles partagent, on va dire, ok, bah, s'il y a de l'activation par rapport au fait d'être en petit groupe, en visio, avec la caméra par exemple, on va faire expérimenter aux personnes qu'est-ce qui se passe si tu coupes la caméra. Est-ce que ça change quelque chose dans tes sensations, dans l'activation? Qu'est-ce qui se passe si tu coupes ton micro? Qu'est-ce qui se passe si tu choisis de partager uniquement via le chat plutôt que à voix haute? Et vraiment montrer et faire l'expérience chacun individuellement que bah ça change quelque chose dans ma capacité à participer, à vraiment être présent, présente, si je fais en fonction de ce qui est bon pour moi aujourd'hui.
On va inviter aussi à, si besoin, à se déconnecter plus tôt, ne pas rester jusqu'à la fin du groupe si je sens que j'ai plus l'énergie ou que c'est trop activant et que j'ai besoin d'aller me tourner vers une autre ressource, faire une pause, honorer ça dans mon système nerveux, inviter les personnes à suivre leurs besoins physiologiques. Si j'ai soif pendant le petit groupe, si j'ai besoin d'aller aux toilettes pendant le petit groupe, bah, je m'autorise ça, je retiens pas mon corps. Diana parlait de pendulation aussi, donc selon ce que les personnes les amènent, s'il y a une sensation physique qui émerge ou une pensée, une image, on va vraiment proposer à la personne, bah, est-ce qu'il y a une sensation contraire, plus agréable, plus légère? Est-ce qu'il y a une image plus douce qui te vient, sur laquelle on peut mettre l'attention? Puis ensuite revenir à l'activation et alterner entre les deux vraiment lentement. Et donc, on, on fait l'expérience ensemble et parfois en prenant un exemple individuel pour vraiment que ça s'ancre dans le corps et qu'on puisse le ressentir et que on puisse tous en être témoins et vraiment comprendre, OK, comment est-ce que je peux mettre en pratique ça dans mon quotidien, moi avec moi-même. Absolument, merci pour ça. Ça rend les choses beaucoup plus concrètes dans la matière. Mm. C'est tellement important d'étirer ces moments. Moi, j'aime bien le voir comme ça, tu sais, je vois vraiment un chewing-gum. D'étirer ces moments. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Puis les petits groupes, maintenant, c'est vous les petits groupes. Quand je faisais encore les petits groupes, je sais que voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien dire, un peu comme un warning, mais je vais ralentir, ok? Je vais ralentir et aussi en séance individuelle, je vais ralentir. C'est pas que je veux pas t'écouter, c'est pas que je veux pas t'entendre, mais je vais te ralentir. Et parce que parfois, c'est pas. Enfin, je sais que pour moi, de l'autre côté, pas en tant que thérapeute ou praticienne, mais personne qui va en séance, au début, c'était super inconfortable, quoi. Oh, super inconfortable. Puis ça peut activer des parts de nous, puis comme ça nous permettra de faire la transition avec l'IFS. Des parts de nous, peut-être, de voilà, est-ce qu'elle veut pas m'écouter, elle m'interrompt. Enfin, il y a vraiment, donc je trouve que c'est tellement important, ça. Et c'est pour ça que un épisode comme on est en train de faire là, puis de raconter un peu, c'est tellement important d'avoir un peu d'éducation là-dessus. Ah, voilà pourquoi elle ralentit tellement. Parce que le système nerveux, il a besoin de ça. Puis moi, j'ai besoin de sentir que si je ralentis pas, comment je peux sentir si je vais dans la contraction, si je vais dans l'expansion, si mon système digestif il est relaxé ou que là, ça s'est tendu. J'ai besoin de ralentir, ralentir. Puis, et ça, en petit groupe, on peut très bien le faire, en fait. Et je crois que moi, je n'y croyais pas énormément, peut-être au début. Mais on peut très bien le faire. Et ce qui est dingue, je trouve, dans les petits groupes, c'est comme ça vient résonner avec les autres. Enfin, tu peux vraiment ressentir quand on le fait en direct avec quelqu'un. Tu peux ressentir toi, ah, tiens, là, qu'est-ce qui se passe? Si je demande à quelqu'un qu'est-ce qui se passe dans ton système digestif, bah nécessairement, ça vient amener l'attention vers le système digestif et moi, je vais ressentir dans mon propre système digestif, ah oui, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et je trouve parfois même que c'est encore plus puissant que qu'en individuel. Du coup, Delphine, est-ce que tu veux bien nous dire c'est quoi le internal family system? Donc, c'est quoi, ce serait quoi en français? Système familial intérieur? Quelque C'est chose ça. comme ça. Système familial à l'intérieur, la petite famille qu'on a à l'intérieur de nous, les parts de nous. Euh, ouais, ça paraît un peu abstrait. C'est quoi concrètement cette modalité, ce modèle? Souvent, c'est une grande famille. C'est un modèle qui a été créé par Richard Schwartz, qui voulait accompagner de manière plus puissante ses clients, ses patients, et qui a remarqué assez rapidement dans son travail, en écoutant les personnes parler, que les personnes disaient, bah voilà, j'ai une part de moi ou un côté de moi qui veut ça, et puis un autre côté qui veut pas ça, qui est pas d'accord, ou qui a super peur. Et puis maintenant, il y a aussi une troisième chose à prendre en considération, c'est X, Y, Z. Et en écoutant plus en détail ce que chaque part, il a fini par les appeler des parts, venait dire, il s'est rendu compte qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a comme tout un tas de personnages qui sont là avec des émotions, des pensées, des opinions, des envies, des peurs, etc. Chez certaines personnes, ces parts, elles se manifestent comme des petites personnes qu'on peut visualiser à l'intérieur de nous. Parfois, c'est des très grandes personnes d'ailleurs. Chez d'autres personnes, ça va pas venir sous forme d'image, mais tout simplement de sensations dans le corps. D'ailleurs, pour Richard Schwartz, c'était uniquement des sensations dans son corps. Ça peut être une émotion, ça peut être une pensée aussi, comme une voix que j'entends, qui vient me dire quelque chose. Et en creusant, il s'est rendu compte que toutes ces parts, elles ont une bonne intention pour nous.
Même les parts qui ont des comportements les plus extrêmes, par exemple des parts qui vont me faire manger tout un pot de glace d'un coup parce que j'ai une émotion qui m'a submergée et j'ai besoin de pas ressentir. Donc j'ai une part qui va me faire aller là-dedans pour pas ressentir. Ou une part qui me fait faire du sport à outrance, ou une part qui m'empêche complètement de dire quelque chose quand j'ai besoin de poser une limite. Je sais que je voudrais dire quelque chose, mais j'ai une part qui me fige complètement. Chacune de ces parts, en fait, elles veulent notre bien. Même si dans leur façon de faire, on peut se dire c'est pas hyper bénéfique. Ça, c'est aussi une part qui se dit ça, hein, que c'est pas hyper bénéfique. Et donc, son travail, c'est de nous aider à aller à la rencontre de ces parts, d'aller voir qu'est-ce qu'elles veulent pour nous, comment est-ce qu'elles agissent dans notre vie, quelle est leur intention, depuis combien de temps elles sont là, pourquoi elles font ça pour nous, pourquoi elles ont tellement à cœur de faire ça pour nous, pour qu'on puisse ensuite accéder à cet espace qu'il appelle le self. Le self, c'est notre vrai nous, en fait. Au centre de tout ça, il y a ce que dans certaines cultures, on va appeler notre essence, notre âme, notre soi intérieur. C'est un espace en IFS qu'on va décrire comme un espace plein de calme, de compassion, de curiosité, d'envie de comprendre l'autre, de l'écouter, donc les parts en l'occurrence. Un espace plein de créativité aussi pour trouver des solutions à ces problèmes, parce que souvent, nos parts, elles sont toutes là en train de dialoguer, et puis ils sont rarement d'accord, donc ça crée toute une cacophonie, et c'est difficile parfois d'y voir clair. Donc le self, lui, il a cette capacité de mettre de la clarté sur tout ça, et de devenir en fait le leader, le guide de toutes ces parts. Et donc le travail qu'on fait, c'est d'accompagner les parts à partir de notre self, et de prendre conscience de nos parts et de travailler avec chacune petit à petit pour qu'elle nous laisse de plus en plus de place pour connecter à notre espace du self. Et c'est un travail qui est très très beau parce qu'il permet vraiment de comprendre nos mécanismes, nos comportements, nos stratégies d'adaptation qui sont là pour parfois refouler ce qu'on ressent plutôt que d'accepter d'accueillir et de traverser ce qui est là. Et on peut rentrer, si tu veux, plus en détail dans les types de parts, mais pour faire très simple, il y a les parts protectrices et les exilés, dont vous avez certainement entendu parler si ça fait un moment que vous écoutez le podcast. Les parts protectrices, c'est celles qui vont agir pour nous protéger d'une émotion trop forte, de quelque chose qui est trop difficile pour moi à vivre, qui vont mettre tout un tas de mécanismes en branle pour me protéger de notamment l'exilé. Les exilés, c'est nos parts très jeunes, souvent très enfants, qui ont souffert de quelque chose tellement fort que le système, il veut absolument pas revivre ça. Et donc, les parts protectrices, elles sont là pour garder les parts exilées bien au fond de nous, bien loin de notre conscience et notre ressenti, pour pas qu'on revive les choses douloureuses du passé. Sauf que les exilés, eux, leur but, c'est d'être vus, d'être entendus, d'être connus. Donc, ils vont chercher tout le temps, par tous les moyens, de se faire entendre, et c'est eux souvent qui sont à la racine des symptômes qu'on peut ressentir, des émotions difficiles qu'on peut ressentir. Et donc le but de l'IFS, c'est aussi de pouvoir aller rencontrer petit à petit ces exilés pour qu'ils puissent témoigner de ce qu'ils ont vécu et que notre self puisse les accompagner et les aider à sortir du passé. On parle souvent du trauma qui a eu lieu dans le passé. Les exilés, ils sont restés coincés dans ce passé, comme notre système nerveux, quand on parlait de théorie polyvagale tout à l'heure, hein, qui est resté coincé dans les événements figés. Et l'idée, c'est de pouvoir ramener ces exilés dans le présent pour qu'ils ne soient plus exilés et qu'ils soient plus dans leur souffrance et qu'ils puissent endosser un autre rôle. Et c'est ça qui est très chouette aussi avec l'IFS, c'est que on veut aider nos parts à pouvoir se transformer et agir autrement dans notre présent pour qu'elles deviennent des ressources en fait pour nous, plutôt que parfois des parts qui nous limitent, qui nous restreignent, qui nous font ressentir des choses difficiles. Ouais, merci pour ça. Et je veux dire, alors si vous voulez faire une petite révision ou découvrir les parts, c'est l'épisode 88 du podcast. Je l'ai retrouvé entre-temps. Et je veux dire que pour moi, ça a été un renversement, mais total, de paradigme, l'IFS. Parce que, tu sais, en parlant comme ça, on pourrait dire, bon, bah ok, c'est un vocabulaire, tu vois, une part de moi. Je pourrais aussi aller en thérapie cognitive et puis dire une part de moi, mais c'est quoi la différence, en fait? Et pour moi, ça a été un renversement total. Le livre de Richard Schwartz, il s'appelle Pourquoi nous sommes
nous sommes essentiellement bons, en français, essentiellement ou fondamentalement bons, quelque chose comme ça. Je trouve le titre anglais beaucoup mieux, c'est No Bad Parts, donc pas de mauvaises parts. Et pour moi, qui avait un système complètement écrasé par la honte toxique, donc du coup, pour moi, j'avais que des mauvaises parts, en fait. Et que ce modèle arrive et dise, toutes les parts, il n'y a aucune part à chasser, toutes les parts ont une bonne intention, no bad parts, il n'y a que des bonnes... C'était le deuxième renversement de monde après la théorie polyvagale, en fait, pour moi. Donc, je voulais juste souligner ça. Puis ma prochaine question pour vous, parce que ça peut sembler une modalité peut-être un peu à part. On parle du système nerveux autonome, on parle de physiologie là depuis le début, puis là on arrive dans quelque chose de plus peut-être au niveau de la psyché. Donc on se dit qu'est-ce que ça va faire là même peut-être dans ce programme ou pourquoi c'est quoi le lien avec le système nerveux autonome? Est-ce que vous voilà, est-ce que vous faites du lien avec le système nerveux autonome? Bah, pour moi, il y a déjà le fait de constater que différentes parts de moi vont se manifester dans différents états de mon système nerveux. Quand je suis activée en sympathique, je vais avoir beaucoup plus des parts qui sont à penser à 1000 à l'heure, à ruminer des choses. Ma part en colère va être très présente. La part qui veut agir, mettre des limites, qui veut transformer ma vie. Allez, on y va. On a la confiance pour le faire. Des parts un peu bulldozer aussi parfois. Et qui ont vraiment cette bonne intention de me faire avancer, hein. Et puis, si par contre je bascule dans le figement, dans cet état dorsal, là, c'est des parts qui sont beaucoup plus dans, d'une part, la peur. Je peux pas y aller, c'est trop dur, les conséquences risquent d'être trop douloureuses, et donc je bascule dans des parts qui sont vraiment dans l'impuissance et qui vont tout faire justement pour m'inhiber en fait, dire non, non, on n'y va pas, on va rester là avec l'inconfort, mais on n'en fait rien et c'est ok, on a l'habitude. Alors qu'en ventral, ça va être des parts qui sont créatives, ça va être beaucoup plus aussi le self, hein, donc ça va être des parts ressources et puis le self qui vont trouver des solutions créatives, qui vont peut-être mettre un peu de mesure dans tout ça. Ok, on va poser une limite, mais de cette manière-là, de manière confiante et douce à la fois. Donc voilà, je vois vraiment l'énergie des parts qui est différente entre chaque État. Ce qui m'est venu en entendant Delphine notamment, c'est à quel point ce travail avec les parts, il permet d'avancer sur un chemin de régulation d'une manière beaucoup plus apaisée, d'une manière aussi beaucoup plus douce, parce que entrer en lien avec ses parts, faire l'expérience de ses parts, se rendre compte de toute l'énergie qu'elles mobilisent le plus souvent pour nous garder en sécurité, permet d'avoir plus de compassion pour soi. Et donc, pour reprendre ton expression de bulldozer, d'être un peu moins dans ce mode-là quand quand on souhaite guérir de certains symptômes. Parce qu'évidemment qu'on vient à ce travail avec un certain sentiment d'urgence, quand on a fait l'expérience de plein de thérapie et d'une forme d'errance aussi de ce point de vue-là. Et se rendre compte à nouveau que nos comportements sont pas le problème, que nos symptômes ne sont pas le problème, mais la solution que notre système a trouvé à notre véritable problème, ramène une compassion qui est de nature à nous faire cheminer un peu moins depuis une énergie de survie et un peu plus depuis une énergie finalement de guérison, une énergie douce, une énergie soutenante, parce qu'on va pouvoir recréer une harmonie et du lien entre toutes ces parts-là. Et en ça, c'est très régulant en soi pour le système nerveux. En tout cas, moi c'est le bénéfice que j'ai retiré au fait de travailler avec les parts et puis sortir un peu du figement parce que c'est aussi une façon d'amener beaucoup plus dans l'état de figement, il y a du flou et le fait de voir ce qui est à l'œuvre euh, ramène de la clarté et donc de nature à nous permettre de mettre en place certains changements voilà, de manière beaucoup plus fonctionnelle. Mm. Pour moi, ça a été vraiment les parts. Tu sais, enfin, on parle beaucoup de cette connexion corps-esprit ou de ce lien corps-esprit. Pour moi, c'est l'illustration de ça. Mais comme enfin, il y a une grille de lecture, un modèle. Ah, enfin. Et ce que tu disais, Delphine, avec Richard Schwartz, c'était que des sensations. Au début, je suis là, ah, ça me rassure.
Moi aussi, que des sensations, au début rien, pas de pensée, pas d'image, enfin, c'était assez troublant. Puis c'est intéressant de voir comme de plus en plus c'est venu ça aussi. Donc c'est dire aussi, voilà, c'est part de nous, on va pas les expérimenter de la même façon, mais effectivement, quand je suis dans certains états autonomes, j'ai tendance à, où je suis plus facilement en contact avec certaines parts de moi, puis de l'autre côté, certaines parts de moi m'envoient aussi dans, dans certains états. Et ça, je trouve que ça, on parlait de le fait de savoir où est-ce que je me situe dans mon système nerveux autonome, ça me permet de retrouver la maîtrise de mon expérience. Et ça, je trouve que ça permet de retrouver une maîtrise tellement immense, en fait. Ah, ok, quand je suis en contact avec cet exilé qui porte tellement de honte, je vais dans l'effondrement, puis dans mon corps, c'est ça. Donc tout d'un coup, l'expérience, ça y est, elle se complète. Une émotion, des sensations, et puis il y a telle pensée qui viennent. Et donc pour moi, c'est en lien ici. Vraiment aussi. On explore d'ailleurs dans Rise, ça s'appelle le modèle de la spirale. Il y a une séance en grand groupe là-dessus qui fait le lien entre les états du système nerveux autonome et puis c'est cette modalité de l'IFS avec les parts. Et puis peut-être dernier élément auquel je pense là-dessus et que je trouve très intéressant, moi, le travail avec les parts, ça m'a beaucoup permis de titrer aussi. Parce que tu disais, Delphine, souvent c'est une grande famille. Et puis oui, il y a des situations où nos parts, elles sont pas d'accord, puis ça peut nous envoyer dans beaucoup de figements, ça, ou dans une grande activation. Et puis il y a plein de moments où on se dit, mais ok, il y a tellement de trucs, genre j'en fais quoi là? Juste, je suis activée, je suis en colère, je suis triste en même temps, j'ai honte en même temps, enfin je sais plus par quelle boule prendre. Et ben là, juste peut-être poser ses parts sur le papier ou juste avoir cette conscience de, ok, il y a une part qui a honte, il y a une part qui est triste, il y a une part qui a envie de guérir en même temps, il y en a une qui dit, tu guériras jamais, et puis il y a ma critique intérieure qui s'est invitée dans tout ça. Enfin, on a tous et toutes vécu ces situations-là, puis là, de pouvoir vraiment prendre une à la fois et dire, ok, laisse-moi travailler avec ça. Tiens, toi, je te fais de la place, laisse-moi connecter à ça, et puis après, je vais aller voir l'autre, touk, touk, touk. Et ça permet vraiment d'en prendre des petits bouts et peut-être de donner quelque chose d'un petit peu plus concret, comme une méthode un peu à ce titrage dont on parle souvent, qui est un mot très fancy pour dire ralentissement, en fait. À ce ralentissement qu'on se propose vraiment de, voilà, de prendre un petit bout d'activation euh, à la fois. On arrive doucement mais sûrement à la fin de cet épisode. Vous voyez, on ralentit, hein, puis on vous donne du contexte, c'est important pour le système nerveux. On arrive doucement à la fin. Peut-être ma dernière question pour vous, ce serait le mot de la fin. Pourquoi ça fonctionne ensemble, tout ça justement? Pourquoi ça fonctionne bien? Et peut-être partir, je sais pas si c'est intéressant, votre expérience personnelle. Pourquoi ça a bien fonctionné pour vous? Peut-être en séance avec les personnes, pourquoi vous voyez que euh, ça fonctionne ces modalités-là. Et ça va boucler un peu la boucle de on a démarré l'épisode en disant pourquoi c'était pas assez tant qu'on n'avait pas ces modalités-là. Et puis maintenant qu'on les a, c'est quoi la différence? Peut-être commencer par dire ici que on agit au niveau le plus profond de l'être, sans nier aucune de ces dimensions, mais on agit vraiment sur le système nerveux. Euh, et donc, en faisant ça, on permet, les personnes, en tous les cas, euh, vont le plus souvent faire l'expérience d'un véritable apaisement, euh, d'un sentiment de ne plus, encore une fois, de reprendre la maîtrise de leur expérience, de ne plus subir, de se sentir plus fréquemment en sécurité, de voir certains de leurs symptômes Et disparaître. peut-être si je peux juste compléter ce que tu dis là, euh, plus rapidement aussi. Parce que Hmm. je sais que, et ça paraît peut-être un peu contradictoire, parce que je sais que je parle beaucoup de ça va mettre des mois, voire des années pour la plupart d'entre nous, mais et en même temps, quand on reste sur ce niveau peut-être que de la biologie pure, avec que la nutrition ou que les pensées, voilà, on peut se retrouver vraiment facilement bloqué. Et là, enfin, t'as tellement d'endroits, ça se débloque, quoi, vraiment, vraiment. Et durablement Et aussi. durablement, absolument. Il y a un côté de, on travaille à un niveau autonome, c'est pour ça que je parlais de système nerveux à nouveau. Donc, les réponses, les nouvelles réponses par défaut sont autonomes aussi et ne nécessitent pas d'avoir sans arrêt besoin d'y revenir. C'est un peu la différence entre travailler sur un niveau de faire et d'action versus travailler sur un niveau d'être. Il y a quelque chose, c'est la différence entre du changement et de la transformation, en fait. Voilà.
tout en rappelant que ça prend du temps, tout en rappelant que ça prend du temps, et qu'à l'issue de ça, moi, quelque chose que j'ai conscientisé récemment et que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que quand je suis venue à ce travail, dans Rise en particulier, puis à la SE, euh, il y avait une confusion pour moi entre vivre de la dérégulation à certains endroits de vie et être dérégulé. Et je ne me vivais plus que comme dérégulée. Et ce travail, il m'a aussi permis de voir tous les endroits, toutes les régions en moi, tous les territoires. Quand je dis les endroits, c'est ah bah tiens, à tel endroit de relation, ça se passe super bien. Et puis j'ai accès à l'ensemble des composantes de l'expérience humaine. J'ai accès à mes sensations, j'ai accès à des images, j'ai accès à un élan qui est là, à des émotions, à du sens. Ce package, il est là, régulé, entier. Et puis, il y a d'autres endroits de vie où, ben, qui sont dérégulés, où il y a comme une forme de fragmentation, mais pas partout. Et on vient soutenir ça aussi beaucoup dans le contexte de nos séances individuelles et puis évidemment au sein de Rise, cette conscience de ce que Peter Levine appelle le vortex de guérison. Ces endroits de nous qui savent comment rejoindre complètement et prendre pied sur cette rive-là. Et j'ajouterais à ça euh, l'élément du concret, que c'est des modalités qui sont vraiment dans le concret. Moi, il y a eu des phases dans mon chemin de guérison ou dans mes accompagnements thérapeutiques divers et variés où j'étais tellement frustrée de pas avoir d'outils concrets à utiliser dans le quotidien. Ou alors, c'était des outils qui me convenaient pas, qui n'étaient pas efficaces pour moi et qui m'aidaient pas avec des sujets qui revenaient tout le temps dans ma vie. Là où aujourd'hui, entre la somatic experiencing et l'IFS, j'ai vraiment des approches que je peux utiliser en autonomie, hein, un mot qu'on a beaucoup utilisé aujourd'hui, pour m'accompagner quand je me sens dérégulée, quand il y a une activation. Donc, que ce soit les pratiques somatiques pour aller décharger l'énergie sympathique ou au contraire remettre de l'énergie quand je me sens complètement figée, triste. Euh, ou que ce soit le travail avec les parts, comme tu disais, Camille, d'aller poser sur le papier toutes les parts qui sont là, et puis de faire un peu du lien, puis si j'ai la capacité de les écouter un petit peu pour voir quels sont leurs besoins, de quoi elles ont besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elles se sentent plus apaisées, plus soutenues. Ça, c'est vraiment hyper concret et c'est ce qu'on apprend à faire dans Rise, c'est comment est-ce que j'utilise justement ces modalités individuellement à des instants T de mon quotidien quand c'est possible, hein, dans le moment, ou alors un peu plus tard quand c'est pas possible, au moment de l'activation. Et c'est ce que je cherchais depuis longtemps, de pouvoir reprendre la maîtrise ou la puissance et la responsabilité, on disait aussi, dans tous ces moments où avant je subissais, même au niveau des sensations physiques, la sensation de la boule au ventre, de l'anxiété qui était là tous les matins dès le réveil. Et je savais pas quoi faire de ça. Et les conseils qu'on me donnait, je me disais, mais la personne qui vient de me donner ce conseil, elle n'a pas vécu ça, elle sait pas ce que c'est en fait. Ils ont Et je rien sais que compris. ça, ouais, t'en parles souvent dans le podcast, Camille, de se sentir vraiment démunie, de bah, j'ai l'impression d'avoir tout essayé et rien ne m'aide et je suis désemparée, j'ai eu l'impression de pas avoir les bons outils. Et c'est vraiment ça qui a tout changé pour moi avec ces modalités-là. Absolument. Merci pour ça. Ça me fait la parfaite transition avec une petite conclusion. Justement, ces pratiques qui sont très concrètes. Et puis, je le disais dans un autre épisode où j'ai interviewé une participante là, avec Audrey, où je disais, mais ces pratiques concrètes, elles ont vocation à devenir des compétences. En fait, et c'est ça qu'il faut pas oublier. Je vais pas avoir à pratiquer toute ma vie. Et là, il est encore là la différence entre changement et transformation. Ça a vocation à devenir des compétences, ça. Et des compétences tellement ancrées que notre cerveau, il crée des nouveaux chemins neuronaux. Donc, ça devient autonome, ça devient automatique. C'est des synonymes, tout ça. On n'a plus à y penser parce que ça y est. Je suis cette personne qui sait trouver ses ressources quand c'est difficile, qui sait comment aller parler à mes parts pour pouvoir faire autrement, pour négocier. Puis voilà, là, cette fois-ci, pas réagir comme j'ai toujours réagi à cette situation. Ça y est, je suis cette personne. Elle est là, la transformation. Je suis transformée. Et ça, c'est tellement beau. Et ces modalités, je crois, voilà, dont on vient de parler, je crois que c'est ça qu'elle nous apporte, en fait. On peut vraiment dire, c'est notre nouveau moi
mais qui est simplement en fait un retour à, voilà, quand on enlève toutes les couches de trauma et d'adaptation et tout, qui est un retour à notre authenticité. Et puis voilà, ici je canalise mon inner Gabor Maté, mais et c'est juste ça en fait. Et je crois que c'est ça qu'elles nous permettent, ces modalités. Merci infiniment les filles de m'avoir rejoint pour cet épisode. Merci pour vos mots, vos explications, vos éclairages. À chaque fois que je vous écoute, je suis là, ah, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, j'aurais pas pu l'expliquer comme ça. Donc vraiment, j'adore, j'apprends à chaque fois de vous. Donc merci beaucoup. Voilà, pour vous qui nous écoutez, j'espère que ça aura été éclairant. J'espère qu'on a été assez concrète. Je sens que c'est toujours tellement difficile. J'aimerais encore plus parfois être concrète, mais voilà, je crois aussi qu'il faut le vivre en fait. Il faut les vivre, ces modalités. Voilà, on peut transmettre peut-être jusqu'à un certain point dans un podcast, en vidéo aussi, mais il faut le vivre. Et voilà, donc dans les show notes de l'épisode, vous avez toujours le lien vers toutes les informations du programme et toutes les infos dont vous avez besoin pour vous poser et voir si ça peut être la prochaine pierre à votre édifice, la prochaine étape sur votre chemin. Merci de votre écoute, pour votre confiance. Merci les filles, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.